Bon, c'était juste une petite présentation du coup sur les modèles mathématiques utilisés en épidémiologie. Alors pourquoi parler de ça? Notamment parce qu'il y a un certain nombre de choses dont on entend parler depuis le début de la pandémie, hein. Donc, il est fait référence à plusieurs choses. Il est fait référence notamment à la croissance exponentielle de l'épidémie. Donc, euh, donc, avant tout, je souhaite juste dire, moi je suis pas spécialiste du sujet, hein, juste je fais un peu de maths et j'ai pu faire un peu de biostatistique, c'est tout. Et voilà, et je vais essayer quand même de minimiser au maximum le nombre de formules qui pourraient paraître compliquées. Donc, vous me dites si j'ai débordé de ce côté-là, quoi. Donc, ce que je veux dire, oui, c'est on y fait référence à pas mal de reprises à la croissance exponentielle de l'épidémie. Alors, ça veut dire quoi? Il est fait référence aussi au fait d'aplatir la courbe. Donc, de quelle courbe on parle? Et peut-être pour ceux d'entre vous qui ont vu un peu ce qui a pu sortir dans la presse, que ce soit de vulgarisation scientifique ou même la presse quotidienne nationale, il est fait référence au R0, hein, le taux de reproduction de base de l'infection, et on va voir un peu à quoi ça correspond. Donc, alors, le mieux pour expliquer tout ça, enfin, en tout cas tel que c'est présenté, c'est de laisser parler le ministre de la Santé. Je ne sais pas si Là, c'est le temps, d'accord? vous voyez la vidéo ou pas? Non? Ok. Alors, comment je vais faire ça? Est-ce que vous voyez la vidéo ou pas? Non. Non, d'accord. Ok. C'est que j'arrive pas à faire un partage d'écran correct. D'accord. Ok. J'ai compris. Euh, voilà. Donc, le mieux, c'est de laisser parler Là, le c'est le ministre de la temps, Santé. d'accord? En jours ou en semaines. Ça, c'est le temps qui s'écoule. Ouais. Ça va être le nombre de malades, d'accord, qu'on va avoir. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous arrivez à voir, très bien. Dans une épidémie classique, vous avez un départ de l'épidémie qui va faire une courbe, qui va monter comme ça, qui va faire un arrondi et qui ensuite va décroître jusqu'à la fin de l'épidémie. Okay. L'épidémie peut s'arrêter selon les virus quand 10, 20, 30, 40, 50% de la population sont devenus immunocompétents, c'est-à-dire qu'ils ont été eux-mêmes infectés. Bien, imaginez maintenant un niveau de soutenabilité, le mot est pardon. Imaginez la capacité de notre hôpital et de notre médecine à accueillir le maximum de malades dans les meilleures conditions avant d'arriver à la saturation. Placez ce niveau ici. Le schéma que je vous fais, c'est publié dans The Lancet, qui est une revue américaine et qui explique, je trouve, très bien la situation. Ça, c'est le niveau acceptable. Donc, vous voyez que dans un pic épidémique classique, on risque d'avoir trop de malades par rapport aux malades qu'on est capable d'accueillir, ce que rencontre l'Italie dans certains territoires. L'objectif de notre politique, ce qu'on appelle le freinage, c'est de retarder le pic épidémique, ce que nous avons réussi à faire jusqu'à présent, et c'est de faire en sorte d'écrêter, c'est-à-dire de baisser le volume de malades qui va apparaître sur le territoire, de manière à ce qu'on soit toujours en dessous du seuil de saturation, et de manière, donc ça veut dire que l'épidémie, elle est beaucoup moins violente, beaucoup moins intense. C'est ça les mesures qu'on prend, elles sont proportionnées à cette situation. Là, c'est le temps. Voilà. Donc, je reviens à ma présentation qui est là. Alors, ok, donc ça, c'est tel que c'est présenté par le ministre de la Santé, c'est-à-dire qu'il s'agirait en gros d'aplatir la courbe, hein, de l'épidémie pour arriver à un niveau qui soit soutenable par le système de santé. Et moi, ce que je veux dire, c'est bon, même si il ne s'agit pas de là là, il s'agit simplement de poser, de mettre en question un peu cet aspect-là des choses. Et on va voir qu'en fait, c'est pas si simple cette question d'aplatissement de la courbe. Alors, bon, déjà, la croissance exponentielle. Donc, on en a entendu pas mal parler. Donc, ça, c'est valable au début d'une épidémie. Alors, ça veut dire quoi, cette croissance exponentielle? Alors, peut-être certains ont des souvenirs du lycée et de la fonction exponentielle et ce que ça représentait. Donc, la croissance exponentielle, ça signifie que le nombre de nouveaux cas est proportionnel au nombre de cas total. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de croissance exponentielle de l'épidémie. Alors, exemple, là, voilà, là, j'ai les données que j'ai prises, c'est les données du nombre
de cas reportés du Covid-19 dans le monde, hors Chine, Japon, Corée du Sud et Singapour. Sur la première partie, donc là, en abscisse, on a le nombre total de cas confirmés. Et en ordonnée, on a le nombre quotidien de cas. Bon, on voit que sur la première partie de l'épidémie, on a un ajustement qui est à peu près linéaire, donc avec 0, donc avec un taux de 0,13. Donc ça veut dire quoi? Ça signifie que, par exemple, que s'il y a 100 cas, il y a à peu près, au total, il y a à peu près 13 nouveaux cas dans la journée. D'accord? S'il y a 100 000 cas, il y a à peu près 13 000 nouveaux cas dans la journée, etc. etc. Et cette loi, elle reste, bon, là, c'est approximatif, mais on a l'impression que ça reste valable jusqu'aux 500 000. Alors après, ça se ralentit, et bon, ça, il peut y avoir plusieurs raisons à ça, on va en parler. Alors, bon, croissance exponentielle, donc comme je disais, oui, c'est lié à la fonction exponentielle. Donc certains d'entre vous ont peut-être vu ça quand ils étaient étudiants ou quand ils étaient élèves au lycée. Donc cette fonction exponentielle, c'est une fonction qui est caractérisée par sa croissance très rapide, d'accord? Puisque la vitesse à laquelle elle va augmenter dépend du niveau à laquelle elle est déjà. Ok? Donc on voit au début, ça commence tout doucement, puis ensuite, à partir de 0, après 0, hop, ça se met à augmenter très vite. Alors, bon, dans la réalité, voilà ce qui fait aussi penser à la croissance exponentielle, c'est que la forme de la courbe là que je vous présente, donc là c'est le nombre de cas de Covid-19 dans le monde, ressemble beaucoup à la courbe de la fonction exponentielle, d'accord, en partie les raisons pour lesquelles que j'ai évoquées plus haut, même si sur la fin ça semble être moins le cas. Alors, bon, forcément, la question qu'on peut se poser dans ce cas-là, c'est est-ce qu'on va tous être infectés? Parce que si ça croît à cette vitesse, on se dit qu'au bout d'un moment, ça pourrait atteindre l'ensemble de la population mondiale. Et donc, voilà, même si là, on en est loin, bon, c'est qu'est-ce qui peut arrêter ou ralentir cette croissance exponentielle jusqu'à ce que ça s'arrête, quoi. Alors, il se trouve que ça fait quand même pas loin d'un siècle qu'il y a un certain nombre de modèles mathématiques qui ont été développés pour étudier la propagation des épidémies. D'accord? Ça a paru important, notamment suite à l'épidémie de grippe espagnole. Ces modèles, alors comme toute démarche de modélisation mathématique, elles s'appuient sur des hypothèses simplificatrices qui ne sont pas forcément rencontrées dans la réalité, mais qui vont permettre de produire un raisonnement de mathématiques et d'arriver à une sorte de résultat, quoi. Ensuite, ces modèles ils pourraient être plus complexifiés en rajoutant des paramètres, en rajoutant des variables. Bon, mais là, je vais tout simplement présenter le principal modèle compartimental dès qu'il s'agit d'immunité. Dès qu'il s'agit de maladies infectieuses où il y a une immunité qui apparaît, c'est le modèle SIR. Donc, alors pourquoi SIR? Pourquoi ces 3 lettres? Bon, parce que la population, elle est divisée en 3 compartiments, en 3 catégories. Donc, vous avez le choix. Soit vous êtes S, donc sain en quelque sorte, ou susceptible d'être infecté, c'est surtout ça, parce qu'on peut être sain en étant immunisé. Donc, la partie de la population qui est susceptible d'être infectée, c'est celle qui n'a jamais rencontré le virus. Il y a la partie de la population qui est infectée et qui est infectieuse, du coup, et qui va contaminer d'autres personnes. Et la partie qui est rétablie, donc c'est-à-dire qui a rencontré le virus, qui a développé une immunité par rapport à ce virus et qui est guéri. Alors le R, ça peut vouloir dire rétabli, mais ça vient de l'anglais, ça peut aussi vouloir dire removed, c'est-à-dire enlevé en quelque sorte de la population qui participe à cette dynamique, à cette évolution. Et donc il y a plusieurs façons d'être enlevé. Donc ça peut être soit on est guéri, on est immunisé, soit on est décédé aussi. Donc l'idée, c'est de chercher à établir des lois d'évolution pour passer d'un compartiment, donc de susceptible à infecté ou de infecté à rétabli, à l'autre. Alors, le schéma, il ressemble à celui-là. D'accord? Donc, soit on reste susceptible, c'est-à-dire qu'on ne rencontre jamais le virus, soit on le rencontre et dans ce cas-là, on est contaminé, soit on est contaminé, dans ce cas-là, on devient infectieux, et ensuite, une fois qu'on est infectieux, il ne reste plus qu'à guérir, ou en tout cas ne plus devenir infectieux.
Donc ça repose sur tout un tas d'hypothèses simplificatrices. Donc je reviendrai à la fin là-dessus. Il y a aussi quelque chose qui, par contre, peut être important pour un certain nombre de maladies infectieuses, notamment visiblement le Covid. C'est aussi, en fait, il y a une espèce de temps de latence qui peut exister entre le moment où on est infecté et au moment où on devient infectieux. Bon, mais je ne suis pas du tout rentré dans ces détails-là et on va en rester aux hypothèses les plus simples possibles et voir un peu qu'est-ce que ça apporte. Alors, pourquoi donc, bon, à la limite, ce schéma-là, où on a les susceptibles, les infectieux et les rétablis, on le comprend qu'on passe en gros, d'une case à l'autre. SIR, on comprend, c'est le nom des différentes catégories. Par contre, il y a ce qu'on voit en haut, là, bêta IS et gamma I, donc désolé, c'est des lettres grecques. À quoi ça correspond? Bon, bah, ça correspond à la loi d'évolution de ce système qu'on va se donner. D'accord? C'est-à-dire, ici, bêta IS, pour une certaine unité de temps, on va dire une journée, donc, qui est censée être petite, c'est le nombre de nouvelles personnes contaminées. Et gamma I, c'est le nombre de personnes qui guérissent, ou en tout cas ne deviennent plus infectieuses. Donc, pourquoi ici on a gamma I? Donc, I, c'est le nombre de personnes infectées et infectieuses. Et il y a une certaine proportion, d'accord, un certain pourcentage de ces malades qui vont guérir, d'accord, par jour. Par exemple, on peut dire que chaque journée, 1% des malades guérit, et dans ce cas-là, on a gamma égale à ici 0, enfin à 1%, c'est-à-dire 0,01. Bon. Alors ça, à la limite, c'est le plus compréhensible. L'autre côté, là, on a trois termes. Donc on a un premier terme qui va être un certain nombre, et on a surtout I, le nombre de personnes infectieuses, fois S, c'est-à-dire le nombre de personnes qui n'ont jamais rencontré le virus. Alors, pourquoi ça? Bon, bah, en fait, ça dépend du fait que la contamination, elle dépend des contacts qu'il y a entre individus. Les contacts entre deux personnes qui sont infectées, à la limite, elles ne sont pas problématiques parce que les deux personnes sont infectées, donc ça ne va pas aboutir à une nouvelle contamination. Les contacts entre deux personnes qui ne sont pas porteuses du virus, pareil, ça ne va pas poser problème. Les contacts qui vont poser problème, c'est les contacts entre personnes infectées et personnes susceptibles d'être infectées. D'accord? Alors, combien il y a de tels contacts potentiels? Bon, bah, si vous avez par exemple 1000 personnes infectées et 9000 personnes susceptibles d'être infectées, bon, bah, les contacts potentiels entre ces 1000 personnes infectées et ces 9000 personnes non infectées, c'est 9 millions. C'est-à-dire c'est 1000 fois 9000. Si vous avez 2 personnes infectées et 8 personnes qui ne sont pas infectées, donc ici, dans ce cas-là, vous avez I qui serait égal à 2 et S qui serait égal à 8. Les contacts possibles entre ces personnes, bah, il y en a 2 fois 8, 16. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce terme-là, où on a le produit des deux. D'accord? Le produit entre le nombre de personnes infectées et le nombre de personnes susceptibles d'être infectées. Bon, et parmi ces contacts possibles, donc ces contacts problématiques, il y en a une certaine proportion, d'accord? Que ici, on a une note avec la lettre grecque bêta, une certaine proportion de ces contacts qui mènent à une contamination. Donc, soit que le contact n'a pas vraiment lieu, il y a plusieurs façons que ces contacts potentiels ne mènent pas à une contamination. Donc, soit le contact n'a pas lieu, d'accord, donc dans ce cas-là, il n'y a pas possibilité de contamination. Soit même s'il y a même s'il y a un contact, il n'y a pas forcément de contamination. Alors, bon, alors ça permet de, bon, c'est un système d'équations et qui nous permet de trouver les courbes, les courbes associées à cette épidémie. Donc là, on voit, j'en présente deux. J'en présente deux avec d'un côté, donc en rouge, le nombre de personnes infectées à un instant donné. En vert, le nombre de personnes susceptibles d'être infectées, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas contracté du tout la maladie. Et en bleu, le nombre de personnes qui sont guéries, en gros. D'accord? Et on voit là qu'en fait, en vrai, là, par exemple, j'ai pris un taux d'infection donc de 0,3, donc c'est le bêta que j'avais donné avant, le nombre bêta. Un taux de guérison de 0,3 aussi. Et donc ça, c'est le gamma dont j'avais parlé avant, c'est-à-dire qu'il y a en gros chaque jour 30% des malades qui guérissent. Bon, bah ça va nous donner certaines courbes. Si je fais varier ces paramètres-là,
là, c'est le taux d'infection que j'ai fait descendre à 0,1. Bon, on voit qu'on a des courbes différentes et sans surprise, le nombre de personnes infectées diminue. Le pic est plus bas. D'accord? Donc, c'est à ça à quoi fait référence Olivier Véran quand il parle d'aplatir la courbe. C'est d'agir sur ce taux d'infection pour le baisser. Il y aurait une autre façon de le faire, ce serait d'augmenter le taux de guérison d'ailleurs aussi. Mais donc pour le baisser, pour faire baisser le pic de l'épidémie. D'accord? Donc, bon. Alors là, on a deux paramètres qui peuvent paraître relativement abstraits. Voilà, un taux d'infection, donc ici que j'avais noté bêta, et un taux de guérison que j'avais noté gamma. Donc, il faudrait qu'on puisse les associer à une réalité mesurable. D'accord? Le plus simple, c'est concernant le taux de guérison. Le taux de guérison, c'est l'inverse de la durée de l'infection. Autrement dit, si vous restez infectieux pendant 10 jours, ce taux de guérison, ça va être 1 divisé par 10, c'est-à-dire 0,1. Bon. Donc ça, ce paramètre-là, on arrive à le relier assez simplement du coup à une des caractéristiques de l'infection. Alors plus compliqué, c'est le taux d'infection. Donc le taux d'infection, donc on avait dit, c'était le nombre de la proportion des contacts problématiques qui mènent effectivement à une infection. Alors, on a cette formule-là, donc c'est en haut, donc c'est une fraction, donc on a d'un côté le nombre de contacts par jour d'une personne infectée, fois la transmissibilité de la maladie, de l'infection, donc ça j'y reviendrai, divisé par la taille de la population. Alors, le nombre de contacts par jour d'une personne infectée, c'est simplement une personne infectée, combien de personnes elle rencontre de la journée. Donc, par jour, parce que j'ai pris ça comme unité de temps. On peut dire, par exemple, si elle rencontre 3 personnes. D'accord? La transmissibilité de la maladie, c'est la probabilité que ce contact aboutisse à une contamination. Par exemple, on peut dire 50%. Il y a 50% de chances que ce contact aboutisse à une contamination. Donc, qu'est-ce que j'ai en haut? Du coup, j'ai, par exemple, si je dis 3, j'ai 3 contacts par jour et une transmissibilité de 50%. Ça fait 50% de 3, c'est-à-dire 1,5. En haut, j'ai 1,5 et je le divise par la taille de la population. Donc, la taille de la population, elle peut être très grande. Donc, ce bêta, il est censé être assez petit. D'accord? Donc, une fois qu'on a relié ces paramètres-là, ce taux d'infection et ce taux de guérison à des caractéristiques de l'infection elle-même, on va voir ce que ça peut dire en termes de prédiction, notamment sur l'épidémie elle-même. Alors, en fait, il y a pas mal de choses qui vont dépendre d'un nombre. Oui, alors avant ça, je voulais quand même parler du fait de faire baisser ce taux d'infection, ce que je vous ai montré sur la courbe, le taux d'infection, je l'avais fait baisser. Donc, soit on diminue le nombre de contacts par jour. Donc, une personne qui est infectieuse, elle va passer de 3 contacts par jour à 2 contacts par jour. Donc ça, c'est toutes les mesures, ça correspond notamment à toutes les mesures de distanciation sociale, etc., ou d'isolement des personnes infectées. Ou alors, on peut diminuer aussi la transmissibilité, donc les masques, le lavage des mains, etc. C'est-à-dire même s'il y a des contacts entre les personnes, on fait baisser la probabilité qu'un contact aboutisse à une contamination. Donc, dites-moi si je vais trop vite. Moi, j'ai l'impression que ça va, mais dites-moi si ce n'est pas le cas. Donc, alors, je reviens à là où j'en étais. Donc, là où j'en étais, c'est qu'en gros, on avait deux paramètres, un taux d'infection et un taux de guérison, qui sont reliés à des caractéristiques de l'infection elle-même. Et on veut voir ce que ça nous dit sur l'épidémie et son comportement à venir. Et donc, voilà. Donc, pour ça, à partir de ces paramètres-là, on va pouvoir construire une autre variable qui nous intéresse, un autre paramètre qui nous intéresse, et dont on entend pas mal parler, c'est le taux de reproduction de base, le R0. C'est celui sur lequel il y a pas mal d'incertitudes concernant le Covid-19, etc. Donc, le R0, c'est le nombre moyen d'infections causées par une personne infectée. Donc, vous prenez une personne qui est infectieuse et vous vous demandez, durant toute la durée durant laquelle elle va être infectieuse, combien de personnes elle va contaminer en moyenne. Donc, ça, on l'obtient par la formule suivante. Donc, c'est la durée de l'infection en jours fois
le nombre de contacts par jour d'une personne infectée fois la transmissibilité, c'est-à-dire la probabilité que ces contacts aboutissent à une contamination. Bon, par exemple, vous avez une infection où il y a, voilà, qui dure 10 jours. Le nombre de contacts par jour d'une personne infectée, c'est 3. Et la transmissibilité, c'est donc la probabilité qu'un contact aboutisse à une contamination, c'est 0,5. Bon, si on avait dit qu'on avait 10 jours d'infection, fois le nombre de contacts par jour d'une personne infectée, et 3, ça fait 30. D'accord? Ça fait 30 contacts au total entre la personne infectieuse et d'autres personnes. D'accord? Et on multiplie ça par la transmissibilité, c'est-à-dire que par 0,5 ici, c'est-à-dire que ça fait 15. Ça veut dire que le nombre moyen d'infections causées par une personne infectieuse donnée, ça va être en moyenne 15, dans ce cas-là que je viens de monter. Donc ça, c'est ce R0. Donc c'est le fameux R0, le taux de reproduction de base dont on parle pas mal en ce moment concernant l'infection au SARS-CoV-2. Voilà. Et on va voir pourquoi on en parle pas mal, parce que ça détermine un certain nombre de choses sur les courbes là, que je vous ai montrées tout à l'heure, sur leur forme, sur comment elles évoluent, sur jusqu'où elles montent, sur quelle proportion de la population va être touchée par l'épidémie. Dans ce modèle, bien sûr, pas forcément dans la réalité. Alors, donc pour qu'il y ait une épidémie, il faut que ce nombre moyen d'infections, ce taux de reproduction, soit supérieur à 1. Bon, alors ça, on comprend pourquoi. Parce que si, par exemple, une personne contamine moins d'une autre personne, bon, au bout d'un moment, ça va s'éteindre. D'accord? Si, en moyenne, on contamine 0,5 personnes, c'est-à-dire qu'il y a une chance sur deux, soit vous contaminez quelqu'un, soit vous contaminez personne. Bon, au début, peut-être qu'on va contaminer quelqu'un. La première personne va contaminer une première personne, puis peut-être une deuxième, puis peut-être une troisième. Mais vous n'allez pas pouvoir rester comme ça avec une chaîne de contamination jusqu'au bout. Au bout d'un moment, vous allez tomber sur quelqu'un qui ne va contaminer personne, et dans ce cas-là, l'épidémie, enfin, la transmission de l'infection s'arrête. Bon. Donc pour ça, il faut que le nombre moyen d'infections causées par une personne infectée soit plus grand que 1. Et autre chose, et ça c'est ce dont on entend pas mal parler quand on parle notamment de l'immunité de groupe ou ce genre de choses, et donc c'est des calculs qui servent notamment à déterminer la couverture vaccinale nécessaire d'une population, mais ça j'y reviendrai. Donc, il faut, s'il y a une proportion de la population qui est égale à la formule que je donne, donc 1 moins l'inverse de ce taux de reproduction de base, si cette proportion de la population elle est touchée, l'épidémie ne peut plus repartir. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de personnes immunisées pour que l'épidémie ne puisse plus repartir. Alors, par exemple, si chaque personne infectée en contamine 3, ça signifie qu'il faudrait que 67% de la population soit immunisée pour que l'épidémie ne puisse plus repartir. D'accord? Et là, la courbe que je vous donne, c'est un cas où, justement, je suis parti d'une proportion de la population. Donc, j'ai gardé ce R0 là, ici 2,9. Et j'ai pris une proportion de la population qui est immunisée à 68%. Et on voit que la courbe en vert là, c'est la courbe des malades, et elle fait que descendre. Il n'y a pas de pic de l'épidémie. D'accord? Donc, cette notion d'immunité de groupe, c'est surtout quelque chose qui est lié à la vaccination, c'est-à-dire à la couverture. Donc, ce calcul-là, donc ici, dans ce cas-là, 67%, ça permettrait de déterminer, dans le cas de l'existence d'un vaccin, la couverture vaccinale nécessaire, c'est-à-dire la proportion de la population qui doit être vaccinée pour éviter la propagation d'une épidémie. Bon, sauf que là, concernant le Covid-19, on parle bien d'une maladie et on parle bien d'un virus sur lequel il n'y a pas de vaccin pour le moment. D'accord? Donc, le seul moyen pour le moment d'atteindre cette proportion de la population qui serait immunisée, ce serait que cette proportion de la population soit effectivement infectée par le vrai virus et pas simplement vaccinée. Alors, tout ça pour dire que, voilà, on a vu qu'on peut aplatir la courbe. Alors, je vais vous montrer deux, trois
petite courbe avec laquelle on va pouvoir jouer. Donc ça, c'est d'autres gens qui ont fait ça, hein, c'est pas moi. Mais je l'ai pris. Donc je pense que si la vidéo elle est publiée après, dans la description, je pense qu'on pourra mettre les sources. Voilà. C'était ça que je voulais vous montrer. Voilà, donc là, ici, je peux jouer avec le taux d'infection. Plus il est élevé, plus il y a le pic épidémique qui est important et plus, au final, il y a une proportion importante de la population qui est touchée. Et alors, l'autre que je voulais vous montrer, c'était celui-là, ici. J'espère que vous le voyez. Donc ici, je fais dépendre ça ici je fais ce qui a été fait. Donc, en abscisse, vous avez le temps. OK, bonjour, admettons. En ordonnée, vous avez la proportion de la population. Et ici, je peux jouer sur les différents paramètres. Donc, le R0, là, dont j'ai parlé, le taux de reproduction de base. La durée de l'infection. Les capacités de l'hôpital, hein, la soutenabilité, comme dit Olivier Véran. La proportion de la population qui est immunisée au départ. Voilà. Donc, si je joue, par exemple, sur la proportion de la population qui est immunisée au départ, là, je fais comme ce que je vous avais montré sur le diaporama. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas bien. Voilà. Au bout d'un moment, s'il y a une proportion de la population qui est immunisée du départ qui est suffisamment importante, on voit qu'en vert, là, le nombre de malades ne fait que diminuer. OK. Donc ça, je vais repartir à aucune au début, ce qui est le cas actuellement concernant ce virus. Bon. Et alors, Olivier Véran, ce qu'il a présenté, c'est qu'il a montré, bon voilà, la seule différence qu'on a. Donc là, on voit sur cette courbe ici qu'on a en bleu donc le nombre de personnes qui ne rencontrent pas, qui ne sont pas malades, hein, qui n'ont pas été touchées ou qui n'ont pas été infectées. En vert, le nombre de personnes infectées en fonction du temps, c'est-à-dire qu'ici, au bout du 25e jour, on a à peu près 29% de la population qui est infectée, ici. Et en rouge, le nombre de personnes, la proportion de la population qui est guérie, c'est-à-dire qui est immunisée. Donc, Olivier Véran, ce qu'il a présenté, c'est une courbe qui était aplatie, ici. Donc, il y avait une barre qui était présente ici. Et on avait la courbe en vert qui était aplatie et qui passait en dessous de la barre. C'est ce qui parlait, c'est ce qui est dénommé par soutenabilité de l'épidémie. C'est-à-dire qu'il faudrait, cette barre-là, elle représente les capacités d'accueil hospitalière, et il faudrait que du coup le pic de l'épidémie, qui représente au maximum le nombre de personnes en même temps, puisse être soigné dans un hôpital en même temps, sans que les hôpitaux soient complètement débordés. Bon, le problème qu'il y a, c'est que en réalité, si on regarde le nombre de lits d'hospitalisation, par exemple en France, en réalité, la barre, elle est plus là, elle est plus tout en bas, d'accord, hein, parce qu'on parle de 400 000 lits en hôpital, donc ça fait moins de 1% de la population. Donc en réalité, aplatir la courbe jusqu'à ce que ce soit soutenable par le système de santé, ça semble compliqué. Autre exemple, parce que il y a le nombre de lits en hôpital au total, ça c'est une chose. Il y a autre chose, il y a le nombre de lits en réanimation. Donc on parle de 7 000 lits en réanimation en France. Si on regarde sur le nombre de cas confirmés, on a en France à peu près 10% des cas confirmés qui ont besoin de passer en réanimation. Donc ça signifie qu'en gros, il faudrait 70 000 cas au maximum. Donc ça, je ne sais pas si on les a déjà atteints, mais je crois pas loin. Bon, en vrai, ce n'est pas si exact que ça de dire ça, parce que le nombre de cas reportés, il sous-estime largement le nombre de cas total. Alors, bon, ça, c'était un exemple. Et puis, bon, vous attachez pas trop aux chiffres, hein, parce que c'est sur la base de petits calculs. Mais en réalité, mais c'est juste pour vous donner quand même l'idée que les capacités d'accueil hospitalière sont très en dessous, en réalité, de la barre telle que présentée par le ministre, qui passerait juste au-dessus d'un pic épidémique légèrement aplati, quoi. Donc voilà, ça. Donc je reviens là où j'en étais.
Bon. Donc voilà, les capacités hospitalières sont de toute manière très faibles. Donc en fait, aplatir la courbe en dessous, ça va être du maximum soutenable, ça va être un peu compliqué. Alors ça, c'est un graphe que j'ai fait. Ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que c'est pas si simple, encore une fois, cette histoire d'aplatir la courbe. Bon, pour vous expliquer ce qui se passe, je dois revenir un petit peu en arrière. Donc, je vous ai parlé de faire baisser le taux d'infection, hein. Je vous l'ai déjà évoqué. Bon, il faudrait le faire baisser. Ça revient à faire baisser le nombre moyen d'infection causé, donc le taux de reproduction de base. Il faudrait le faire baisser. Donc, il faut le faire baisser, mais à combien? Donc, si on part de l'idée, par exemple, d'une maladie qui aura un taux d'infection de base de 3, ici, là, ce que je vous ai représenté, c'est en noir la proportion de la population qui va être infectée au total. Okay, en rouge, le seuil auquel on atteint l'immunité de groupe, c'est-à-dire le seuil auquel on va dire que l'épidémie ne va pas repartir. Et en bleu, la taille du pic épidémique. Bon, si on part de l'idée d'un taux de reproduction de base donc de 3, ici, hein, donc chaque personne infectée en contamine 3 autres, ça nous donne quoi? Ça nous donne ici le seuil de l'immunité de groupe, on avait dit, c'était 67% ici. Donc, comment on peut l'atteindre avec un taux de reproduction qui soit plus faible? C'est-à-dire parce que le but de toutes les mesures de distanciation sociale, de confinement, etc., c'est de baisser le taux de reproduction. Bah, ça, je vous le dis ici, il suffit de remonter là, et on voit quand est-ce que cette droite croise la courbe noire. Et donc ça veut dire qu'en réalité, on atteint cette proportion-là avec à peu près 1,65, avec un taux de reproduction de 1,65. C'est-à-dire si on réussit à baisser le nombre de personnes infectées par personne malade, par personne infectieuse, à 1,65 à peu près. Du coup, on arrive bien à ce seuil de 67%. Mais ça signifierait, en bleu, là j'ai la courbe de la taille du pic épidémique, ça signifierait ici qu'il y ait à peu près entre 8 et 9% de la population qui soit infectée en même temps. Ce qui signifie en France à peu près 6 millions de personnes infectées en même temps, ce qui est énorme en fait en vrai. Donc, c'est pour ça que c'est pas si simple. C'est des petits calculs, hein, c'est pas des vraies données, enfin, c'est pas une estimation très fine, mais c'est juste des petits calculs pour montrer un peu les ordres de grandeur. Bon, c'est pour ça qu'il y a quand même une certaine possibilité qu'il y ait un rebond de l'épidémie, notamment après les confinements. Donc là, ça a été évoqué dans certaines publications, le fait qu'il y ait des périodes de confinement qui permettent de réduire le taux de reproduction, que du coup, il y ait une baisse du nombre de personnes malades, et que ça reparte, et qu'on reconfine, et ainsi de suite, avec un pic épidémique qui descend au fur et à mesure. Alors, bon, je t'accélère un petit peu pour conclure. Donc, sur les données réelles, bon, bah, oui, parce que ça, c'est des modèles. Les données réelles, ça s'ajuste plus ou moins. Il y a plusieurs problèmes qui se posent, notamment les problèmes concernant les données. Il y a une sous-détection des personnes infectées. Cette sous-détection, elle peut être énorme. Dans le cas, par exemple, de la grippe H1N1 aux États-Unis en 2009, il y avait 80 cas non détectés pour un cas détecté. Donc, à partir de là, les données, on ne peut pas en faire grand-chose. Et du coup, ajuster ces modèles-là, c'est un peu compliqué. Bon, il y a tout un tas d'événements aléatoires qui jouent et il y a des supercontaminateurs. Il y a des événements avec des supercontaminations. Notamment, on avait évoqué le rassemblement religieux en Alsace, là, qui avait abouti peut-être à la contamination de 1000 personnes. Voilà. Alors, tout ça, je conclue là-dessus, sur ces supercontaminateurs. Bon, ça montre qu'en réalité, la population n'est pas homogène et pas sur un même pied d'égalité par rapport à la maladie. Alors, il y a des différences entre les sexes. On sait que les hommes sont plus sensibles là, concernant la maladie actuelle. Concernant des différences sociales, on voit comment, par exemple, la Seine-Saint-Denis est touchée. On voit aussi que tous ceux qui sont contraints d'aller travailler, en réalité, ils sont bien plus exposés au virus qu'aux autres. Et bon, quelque chose qui est visible sur les données qui sont collectées, parce que elles sont collectées par pays, c'est une hétérogénéité géographique et qui montre comment la maladie, elle peut se propager. Donc ça, c'est la carte de la densité de personnes atteintes du Covid dans le monde. Et je vais la superposer à la carte du trafic aérien dans le monde. D'accord? Donc, on voit que toutes les régions du monde ne sont pas touchées de la même manière que, en réalité, il y a un peu donc, ce qu'on peut appeler des hubs, des lieux de concentration, que ce soit de la population et du transport aérien, et des lieux très connectés au reste du monde. Alors, si on compare ça à ce qui s'est passé avec la peste noire au Moyen-Âge, ça s'est passé autrement. D'accord?
donc c'est parti de l'actuelle Turquie. Par le transport maritime, ça a atteint les îles de Méditerranée et Marseille. Et ensuite, ça s'est propagé lentement selon le transport, les modes de transport à l'époque, qui étaient le transport routier ou à pied ou à cheval ou ci ou ça. Donc, une propagation, on va dire, relativement homogène et assez lente. Là, aujourd'hui, ça ne se passe pas de la même manière. Alors, pourquoi je parle de ça? Bon, parce qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle des hubs, d'accord, hein, donc des lieux de concentration. Donc, ça, c'est vrai pour les transports à différentes échelles, pour le transport aérien, pour le transport routier. C'est vrai sur le plan de la concentration de la population au niveau géographique, et c'est vrai, du coup, pour les relations sociales, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des personnes, là où le modèle partait d'une hypothèse où, en gros, on avait tous à peu près le même nombre de relations sociales et donc tous à peu près les mêmes probabilités de contaminer nos voisins que les autres, en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des gens qui se trouvent être des super contaminateurs, c'est-à-dire qui vont contaminer 15, 20 personnes, etc. Donc ça, est-ce que ça peut donner une stratégie concernant la gestion de cette épidémie? Bon, c'est une hypothèse qui est visiblement à l'étude, parce que cette question de distanciation sociale, ça revient à, donc là sur le dessin que je vous mets, là, c'est le dessin à gauche, ça revient à supprimer au hasard des liens entre les personnes, d'accord, sans spécialement les cibler. Alors que sinon, il y a une autre stratégie qui consiste à repérer les personnes qui sont infectieuses et isoler et supprimer les liens autour d'elles ou les liens, y compris des personnes elles-mêmes qui sont en contact avec cette personne. Donc voilà, ça c'est une stratégie plus ciblée et c'est lié notamment à l'existence de ces cas de supercontaminateurs. Donc là, il faut vraiment que je conclue. Je vous laisse. Je vous remercie.